oubliés, c'est-à-dire à l'abandon. Et pourtant, ils sont très soigneux, nos camarades botanistes britanniques, non? Oui, c'était des jardins qui étaient très connus avant-guerre et puis on les a oubliés parce que faute d'hommes et de moyens, ils sont tombés complètement en désuétude et les ronces ont envahi le lieu. Et puis dans les années 90, on les a complètement restructurés jusqu'à aujourd'hui où ils ont atteint leur pleine maturité. Alors ils se trouvent en Cornouailles, ces jardins. La Cornouailles, c'est au sud de l'Angleterre. C'est vraiment des jardins assez extraordinaires. On les appelle jardins perdus de Héligan ou jardin des elfes, ou même jardin des saules. Alors, ils sont connus pourquoi? Parce qu'ils proposent une collection de vivaces extraordinaires. Ils proposent des rhododendrons plus que centenaires. Ils proposent aussi un jardin potager avec une culture comme on faisait avant, donc avec une pratique culturelle. Voilà, à Saint-Austell. Ils sont positionnés à Saint-Austell. C'est vraiment très, très mignon. C'est très vallonné. Il y a même une jungle pour les enfants. Et puis, on y trouve aussi le dernier châssis de production à ananas, un châssis de production, c'est-à-dire une petite serre où on produit chaque année des ananas, encore en Angleterre. Ils produisent des ananas en Angleterre. Le fameux, oui, je suis certain, vous allez voir, l'ananas Victoria, l'ananas Victoria, et c'est l'ananas que l'on remet symboliquement chaque année à la reine d'Angleterre qui en est très friand. Vous allez voir. L'ananas Victoria, c'était plutôt là-bas, de l'autre côté. Oui, mais ils les ont importés en Angleterre pour les produire, et c'est le dernier châssis ananas. Vous allez voir. On va le voir dans le reportage, regardez. Situés au sud-ouest de l'Angleterre, les jardins perdus de Héligan sont un endroit magique, un véritable lieu de conte de fées. Créés au milieu du XVIIIe siècle, ces jardins ont été oubliés pendant très longtemps. Ils ont été restaurés dans les années 1990, de quoi retrouver leur lustre d'antan et offrir aux visiteurs une balade d'une richesse impressionnante. Au début du XXe siècle, le domaine représentait 400 hectares. C'était la propriété d'une famille en plein essor. Il y avait une grande maison avec une ferme laitière et une partie forestière. Les jardins fournissaient tous les fruits et légumes de la maison et des dépendances. Avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, une grande partie du personnel a été mobilisée et est partie en guerre. Très peu sont revenus, ce qui a découragé les propriétaires qui sont partis en Italie. La propriété s'est dégradée et les jardins sont devenus sauvages. Jusqu'en 1991, où Tim Smith a redécouvert cet endroit. Nous avons, je pense, le jardin le plus productif d'Europe, et peut-être même du monde. Nous avons un jardin de fleurs, où nous nous trouvons actuellement, qui fournit les restaurants et notre zone commerciale. Nous avons aussi un potager géant, avec une grande variété de légumes qui alimentent toute la propriété. On trouve de nombreux jardins ici. Un jardin à l'italienne, très peu fleuri, où règne le calme et l'harmonie, grâce aux fontaines et jets d'eau. Une prairie fleurie qui symbolise la biodiversité du lieu. 1001 fleurs attirent ici insectes et papillons. On pénètre ensuite dans la forêt et on est surpris par des êtres qui semblent nous observer du coin de l'œil. Pas loin, un arbre plus que centenaire nous invite à la réflexion sur l'importance de la vie. Et la dernière attraction, un lieu digne du film de Jurassic Park. Des fougères arborescentes surplombent des zones humides qui pourraient peut-être abriter quelques spécimens préhistoriques encore en vie. Le seul échappatoire, un pont suspendu, adrénaline garantie. Pour entretenir ce lieu, nous avons 19 jardiniers à plein temps, 4 personnes qui s'occupent de la maison et une équipe de maintenance de 7 personnes. Le site est fermé uniquement à Noël. Nous avons 300 000 visiteurs par an qui viennent visiter les jardins. Évidemment, cela demande beaucoup d'entretien. Ici, nous avons une serre à ananas. Vers la fin du 19e siècle, il était très populaire d'avoir un ananas à table. Cet ananas est offert symboliquement chaque année à la reine d'Angleterre. Nous les produisons selon la méthode victorienne, une serre chauffée au crottin de cheval. Le procédé n'est pas rentable, mais le goût obtenu est extraordinaire. Ici, nous ne célébrons pas un jardin oublié, mais des techniques oubliées, des légumes anciens, des espèces de plantes oubliées. Il s'agit d'assurer la transmission de cet héritage. Si vous venez au jardin Héligan, vous pourrez profiter du goût d'un aliment disponible il y a 150 ans.
Ah oui, c'est ça qui est drôle. Ouais. Ce sont des techniques d'époque, mais ça Ouais, marche encore. Ça marche encore. Vous avez vu dans la serre, là, les arbres fruitiers qui sont taillés de façon à prendre le maximum de soleil sous la voûte vitrée. C'est vraiment extraordinaire. On y passe vraiment une journée. Et C'est grand, c'est très grand. C'est immense, c'est immense. Les enfants, vous avez vu le pont suspendu, on traverse une jungle en pleine Angleterre. C'est formidable. Et ça, on ne peut pas reconstituer ça, l'équivalent, ici, chez nous. Ils ont quand même un climat particulier permettant justement la croissance des vivaces. Il pleut souvent, ça c'est sûr, Il mais il n'y a pleut pas souvent. beaucoup d'humidité pour autant. Ah, on est en bord de mer, Ah oui, donc c'est vrai. c'est pas mal, hein, c'est pas mal quand même. D'accord. Merci, à plus tard. Hier à la maison, on vous avait quitté avec de mauvaises nouvelles de Tony Parker. Vous vous souvenez de lui, on sentait presque sur une chaise à porteur, le malheureux. Alors comment il va? Ce matin, la nouvelle est mauvaise. C'est un coup dur pour lui puisqu'on apprend que sa saison est terminée. Le meneur des Spurs, des San Antonio de Spurs, effectivement, ne jouera plus cette saison. Il est blessé à la cuisse gauche. Il jouait les playoffs aux États-Unis. Bien, c'est terminé. On va voir ou revoir ces images. Williams, effectivement, c'était avant-hier dans ce match contre Houston en playoff de conférence Est. On est dans le quatrième quart-temps. Et vous voyez, il vient de s'effondrer. Tony Parker, il ne se relèvera pas. Alors, il a donc passé des examens, Il est une tombé IRM. sur quelle jambe? C'est la jambe droite apparemment. Et on a appris hier soir qu'il souffrait donc d'une rupture du tendon du quadriceps de la jambe. Tony Parker qui est donc au repos, saison terminée. Vous voyez, c'est dommage pour lui. En revanche, en tennis, c'est bien Gaël Monfils lui a fait son retour sur les cours, enfin quand la pluie s'est arrêtée, puisque vous voyez son match hier a été interrompu. À 3 semaines de Roland-Garros, le Français, lui, il a repris la compétition à Munich face à un Sud-Coréen, Chung. Alors lui, il n'avait plus joué depuis 6 semaines à cause d'une blessure au genou, lui. On voit ici d'ailleurs la balle de match. Gaël Monfils qui a été battu, 6-2, 6-4. Bref, lui, il a encore un petit peu de boulot pour espérer être en forme à Roland-Garros. Pendant ce temps-là, Joe Wilfried Tsonga, le revoilà, lui. Il joue pas au tournoi, vous le constatez. On a retrouvé le numéro 1 français dans un club parisien, avec des enfants, pour une journée assez sympa de solidarité en faveur du secours populaire. Tsonga, lui il fera son retour sur la terre battue. Ce sera à Madrid la semaine prochaine. On espère le voir en pleine forme. Je vous l'ai dit, ce sera à 3 semaines à Roland-Garros, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du football avec la suite des Coupes d'Europe, demi-finale de la Ligue Europa. Alors, il n'y avait pas de club français hier soir, mais il y avait 2 clubs. Un club espagnol, le Celta Vigo, qui jouait contre les Anglais de Manchester United. L'une de ces 2 équipes, William, sera peut-être l'adversaire de Lyon. Si Lyon va en finale, ça, c'est pas gagné. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Et on va voir que c'est Manchester United qui a pris hier soir une option en Espagne avec ce but, le seul de la partie. Vous l'avez vu, ce coup franc à la 66e minute signé Rashford. La joie du buteur, évidemment. La joie des supporters anglais. Et on revoit ce coup franc au ralenti parce qu'il est quand même superbe. Match retour, jeudi prochain, modèle, ça, ce sera à Manchester. Il est magnifique. En football, on vous l'a dit pendant le journal, des sanctions pour Bastia en Ligue 1 après les incidents graves déclenchés par des supporters bastiais. C'était le 13 avril dernier contre Lyon. Les joueurs lyonnais avaient été pris à partie, puis à l'échauffement. À la mi-temps, le match avait même été interrompu. Eh bien, la commission de discipline de la Ligue de football a condamné le club corse à 3 matchs à huis clos. Lyon donné vainqueur sur tapis vert. Alors, c'est une décision plutôt clémente parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des retraits de points. Bastia a quand même fait appel de cette décision. Et puis le football, c'est aussi cette image. À Madrid, cette fois, Cristiano Ronaldo qui reçoit des mains du président du Real ce beau maillot floqué du chiffre 400. 400 comme le nombre de buts inscrits dans sa carrière. Alors c'est un record. Jamais un joueur n'a atteint ce chiffre dans un championnat européen. Je crois que dans l'histoire du foot, il y avait Pelé qui avait inscrit plus de 1000 buts, mais ce n'était pas dans un championnat européen. Lui, c'était en Amérique. Est-ce que c'est dans le même club? Non, dans plusieurs clubs, effectivement. Il était à Manchester United avant. Au total de sa carrière, il a inscrit 400 buts. Personne n'a fait mieux en Europe. Voilà, c'est un pour record. L'instant. Pour l'instant, mais ça va être dur à battre quand même. Les autres sont loin, très loin. Non, mais lui, il va pouvoir augmenter il a 32 ans, donc il a encore, on va dire, 2-3 ans devant lui. Oui, au moins. Et on termine avec autre chose? Un défi pour Fernando Alonso. Alors, c'est un double champion du monde de Formule 1, vous le connaissez. Et lui, il s'est mis en tête de courir les 500 miles d'Indianapolis. Alors, c'est aux États-Unis, c'est une célèbre course sur ovale. On fait en tournant rond à plus de 300 km/h. C'est un truc de spécialiste, mais lui, il veut gagner. Direction Indianapolis. Donc, et Fernando, regardez, il est dans cette voiture orange. Le pilote de F1 roulait donc hier pour la première fois dans cette monoplace pour les 500 miles d'Indianapolis. C'était des essais. Et comme les Américains ne plaisantent pas, Alonso a dû passer un test de vitesse pour pouvoir courir. Il a atteint hier la vitesse de 353 km/h, c'est pas rien. Il a donc en quelque sorte obtenu son permis de conduire pour disputer les 500 miles d'Indianapolis. Allez, une dernière image à présent, vous allez le voir, c'est l'image du Giro, le Tour d'Italie qui s'élance aujourd'hui. C'est la 100e édition, départ en Sardaigne. Présentation en grande pompe. Alors, il y a 22 équipes qui vont s'élancer aujourd'hui. 2 françaises, la FDJ et AG2R. Et puis au palmarès, tous ces coureurs rêvent de succéder à l'Italien Nibali. Départ aujourd'hui, donc, du Giro.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Ah, il faut les pousser maintenant. Ah, les gens, les gens s'accrochent. s'accrochent, ils ne veulent pas vous laisser la place. Bah, il est bien là, il s'est dit bon, je vais rester, pourquoi Il est pas. au chaud, il est bien. Bon, alors c'est un musée de Tokyo qui a envoyé ses chefs-d'œuvre, pas tout, mais enfin une bonne partie, quoi. Une bonne partie, puis pas les plus laids en plus, parce ouais. qu'il est fermé pour travaux actuellement. Et donc c'est rarissime qu'il fasse ça. D'ailleurs, cette exposition, parfois les expositions sont itinérantes, mais non, celle-ci aura lieu ici, seulement à Paris, au musée de l'Orangerie. Et je vous conseille vraiment d'y aller, parce que c'est toujours surprenant de voir à quel point, souvent à l'étranger, on s'intéresse à l'art français. C'est le cas du Japon qui, au début du XXe siècle, s'ouvre vers le monde extérieur. Et Joshiro, je lis ma fiche parce que c'est pas facile à prononcer, Joshiro Ishibashi, lui, dès le début du XXe siècle, va collectionner des œuvres d'art parce qu'il aime ça, parce qu'il a l'argent pour le faire aussi. Et puis en 1950, il va à New York. Et il découvre le MoMA à New York et ça lui donne une idée de faire la même chose. Il a une collection d'art, il ne veut pas la garder pour lui tout seul, donc il va ouvrir au Japon, à Tokyo, en 1952, le Bridgestone Museum. Dans ce musée, on trouve les plus grands noms de la peinture française. Et puis pas des petites toiles, des toiles que l'on connaît bien, des monnaies que l'on connaît bien, qu'on ne soupçonnait pas forcément, on ne s'imaginait pas forcément que c'était dans une collection au Japon, dans un musée japonais. Pardon ? On ne les voyait plus. On ne les voyait plus. Il y a certains tableaux que finalement on ne voit pas. On les avait vus en France dans les années 60, mais il y en a certains qu'on n'a pas revus sur les territoires depuis. Et ce qui est fou, c'est que finalement c'est un résumé de ce qui s'est passé de mieux au XXe siècle, depuis l'impressionnisme à la fin du XIXe, jusqu'à l'art abstrait d'aujourd'hui. Et on retrouve des très grands noms. Alors il y a des noms de l'art japonais de temps en temps. Il y a Zhao Ruki, il y a effectivement des artistes contemporains asiatiques, mais il y a aussi des Pierre Soulages, des Jackson Pollock, enfin tous les plus grands noms, je vous dis, sont là et on balaye le XXe siècle comme ça. La collection du Bridgestone Museum, c'est 2800 œuvres. Là, il y a à peu près 80 tableaux, mais vous allez voir des grands crus. Regardez. On commence le parcours de l'exposition en redonnant des éléments de contexte, bien sûr, sur les 3 générations qui ont fondé la collection, et notamment sur le fondateur Shojiro Ishibashi. Au début du XXe siècle, on va voir qu'il y a beaucoup de collectionneurs japonais qui vont s'intéresser à la peinture occidentale et notamment à la peinture française. Et c'est là qu'on voit que c'est l'impressionnisme qui va faire l'unanimité au Japon. Dans la collection Ishibashi, on a notamment 2 très très beaux panneaux des nymphéas de Claude Monet. Claude Monet est le peintre par excellence qui réalise un pont entre la France et le Japon. C'est à partir de ce fameux jardin japonais de Giverny que ces nymphéas sont créés. Ces panneaux des nymphéas font bien sûr écho aux 2 grandes salles des nymphéas qu'on a ici à l'Orangerie. Et le public majoritaire qui vient voir ces nymphéas parmi les publics étrangers, c'est bien sûr les Japonais. Donc encore aujourd'hui, ce lien est très vivace. Ce qui est très intéressant quand on regarde la démarche de Shojiro Ishibashi, c'est qu'il y a vraiment une démarche à la fois d'un connaisseur de l'art, quelqu'un de cultivé, mais aussi une démarche qui sait réagir aux opportunités du marché de l'art. Et c'est vrai qu'il va être en capacité d'acquérir des œuvres majeures. On a notamment l'un des 2 seuls autoportraits de Manet, on a une très 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 belle montagne Sainte-Victoire de Cézanne, et on voit qu'au-delà, c'est ça, des opportunités qu'il a à travers des marchands ou le marché de l'art, il y a aussi l'idée d'une filiation, puisqu'il rachète aussi beaucoup d'œuvres qui étaient déjà dans des collections japonaises très prestigieuses. C'est véritablement un joli voyage dans l'histoire de l'art de la fin du XIXe siècle jusqu'à l'abstraction du XXe siècle, où on égrène finalement des noms d'artistes très connus. On va de Corot à Courbet, en passant par Degas, Renoir, Manet. Et enfin, on arrive au XXe siècle avec des œuvres de Modigliani, des œuvres du douanier Rousseau, de Picasso, de Brancusi, de Matisse. Et on va vraiment jusqu'à l'abstraction radicale avec des peintres qu'on connaît beaucoup moins en France, par exemple comme Chiraga, qui sont véritablement de très très belles découvertes. On
a voulu retracer l'histoire de la collection, dire que derrière chaque tableau, il y avait une histoire personnelle, un goût personnel. Et au milieu, par exemple, de toiles très très prestigieuses, on a parfois des choses très très pointues, comme une petite aquarelle de Signac, qui était, selon la légende familiale, la toute première œuvre d'art occidentale qui aurait été achetée par Shojiro Ishibashi. Donc vraiment, on a ces deux logiques, à la fois ces très belles œuvres et aussi l'histoire des collections. Collection, elle date quoi, des années 50-60? Alors, cette collection, elle a été acquise par 3 générations. Lui a commencé, Oui. mais après, il y a eu les autres sur 3 générations qui ont continué Les à autres, acheter ses des œuvres filles, d'art, ses ses enfants enfants, ses petits-enfants, Ah qui ont oui. acheté des œuvres d'art. Donc, toute la famille s'y est mise. Donc, c'est pour ça aussi qu'on traverse, qu'on traverse le siècle jusqu'à l'art contemporain. Et je vous dis, 2800 œuvres, il a quand même fallu un certain nombre d'années pour acquérir tout ça. Et je ne vous avais pas menti, que des chefs-d'œuvre. Ah oui. Ah, vraiment ça. Alors, donc, c'est à voir au musée de l'Orangerie à Paris jusqu'au 21 août. Merci beaucoup. Mais avant cela, pour Sans Frontières, direction l'Italie, nous allons retrouver notre correspondant permanent, François Baudonnet, qui va nous parler d'un endroit dont le nom, hélas, nous est familier depuis déjà pas mal d'années et qui est associé au drame des migrants. C'est l'île de Lampedusa. Alors, c'est un drame humain, c'est évident, terriblement humain. Et il y a aussi, pour les insulaires, des conséquences économiques que l'on ne pouvait pas soupçonner. Bonjour François, racontez-nous ça. Oui, bonjour Liam. Alors effectivement, l'île de Lampedusa, c'est un petit caillou qui se trouve en pleine Méditerranée. Sa superficie est de 20 km². Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 4 fois plus petit que l'île de Ré, en France par exemple. Et c'est un petit caillou, mais qui est un paradis. Il y a des plages de sable fin, il y a une grande réserve naturelle. Et depuis 20 ans, eh bien, malheureusement pour cette île, elle est associée effectivement au drame, évidemment encore plus grand que ce drame des migrants. Et la conséquence, eh bien, c'est que l'activité touristique depuis 20 ans a considérablement diminué. Et c'est un problème pour ces insulaires. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Florence Crimon et Rebecca Cananier. C'est une île paradisiaque. Ici, le bleu de la mer n'a d'égal que celui du ciel. Lampedusa a longtemps vécu du tourisme, jusqu'aux années 90, lorsque des bateaux de migrants ont commencé à traverser en masse le canal de Sicile. Depuis lors, l'Eldorado touristique a disparu et la plupart des hôtels restent désespérément vides. De 2002 à 2015, la fréquentation n'a cessé de diminuer. C'est un véritable désastre économique. Une baisse de 80% de l'activité liée au tourisme, car Lampedusa est dans le monde entier associée à la tragédie des migrants. Seuls quelques baigneurs profitent de la tranquillité des lieux. C'est une erreur. Lampedusa, c'est d'abord la beauté de la mer. Je suis venue quand même sur l'île. Elle est belle et on doit l'apprécier telle qu'elle est. Ça ne me pose aucun problème. Même s'ils se baignent comme nous, pourquoi devrions-nous les éviter? En pleine saison, Lampedusa peut accueillir 20 000 personnes. C'est bien peu par rapport aux capacités de l'île et insuffisant en tout cas pour faire vivre sa population. Alors que faire? Comment résister? Comment les professionnels du tourisme sur place font-ils? Alors d'abord, ils proposent des prix très bas. Moi, je suis allé à Lampedusa à plusieurs reprises. Et vous avez par exemple une très jolie chambre d'hôtel aux alentours de 40 € la nuit. Ensuite, ils jouent bien sûr sur la qualité, en particulier sur la qualité de la gastronomie. Alors il faut savoir également que le gouvernement italien a fait des spots publicitaires pour inciter ses concitoyens à se rendre à Lampedusa. Et il y a quelques années, William, Silvio Berlusconi, qui était alors président du Conseil, avait même dit moi je vais m'acheter une maison sur place, preuve qu'il lui fait bon vivre. Bon, Silvio Berlusconi n'a pas tenu parole. Mais vous savez, il y a encore une autre solution très simple, en fait, c'est de se rendre sur place. Et c'est d'aller en touriste à Lampedusa. C'est une façon de résister, c'est une façon d'aider cette population. Il faut savoir que les Lampédusiens, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, sont extrêmement généreux avec les migrants. Et en les aidant, eh bien, on aide non seulement ces personnes-là, mais également les bien migrants. sûr. Oui. Et puis en plus, les camps de migrants, ça ne concerne pas toute l'île, quoi.
Absolument. Non, pas du tout. C'est extrêmement limité. Le camp de migrants se trouve dans une partie de l'île. Les bateaux arrivent. Ensuite, les migrants sont pris en charge. Et donc, toute la partie la plus belle, la plus touristique de l'île est absolument préservée. Est intacte. Oui. Et c'est un endroit magnifique. Merci beaucoup, François. Jour J, -2. Ah oui, dernier jour avant le grand saut, puisque demain, je vous rappelle qu'on n'aura plus le droit de parler de politique. Non. Eh ben oui. En tout cas, pas de ça. Pas de ça, voilà. Donc c'est le dernier jour de cette longue, très longue et un peu fatigante campagne. Dernier jour pour lire les articles consacrés à cette présidentielle. Il y a quasiment que ça ce matin, c'est presque toute la pagination des journaux. Alors évidemment, il y a des couvertures attendues. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que l'Humanité appelle en une à stopper Marine Le Pen et que Libération estime toujours en couverture que l'extrême droite n'a pas changé, toujours aussi consternante, je cite Libération, mais le journal a quand même quelques arguments. Marine Le Pen a connu un véritable crash, je cite, lors du débat de mercredi soir, estime Libé. La question se pose même de savoir si elle a vraiment envie d'arriver au pouvoir quand on voit cette prestation, écrit le journal. Et pour une fois, Libération est d'accord avec Le Figaro. Le Figaro parle lui aussi en couverture du naufrage, voyez ce titre, de Marine Le Pen. Grande perdante, je cite encore, des derniers jours de la campagne. Encore une fois, pas de surprise, on savait déjà que Libération et que Le Figaro n'étaient pas favorables à Marine Le Pen. Mais la démarche du Parisien aujourd'hui en France est plus intéressante parce que le Parisien est allé demander à des électeurs partisans de Marine Le Pen ce qu'ils ont pensé de ces derniers jours. Eh bien, le constat est accablant pour la candidate. Elle a merdé, déclare un électeur FN au journal Le Parisien. Elle a été tellement mauvaise que je me demande si je ne vais pas m'abstenir, dit un autre. Sur l'euro, ça ne va pas du tout. On se demande si elle est bien conseillée, estiment encore d'autres électeurs interrogés par Le Parisien. Le Huffington Post, de son côté, est allé voir sur les sites internet d'extrême droite ce que les internautes favorables au FN disent de cette campagne. Et dans la bouche de ces internautes, pourtant très engagés en général derrière Marine Le Pen, on peut lire, je cite, « Elle ne fait pas assez de propositions, elle morfle, elle est nulle même », je cite encore. Je vous renvoie à cet article du Huffington Post pour toutes ces citations d'internautes et d'électeurs. Alors quoi qu'il en soit, selon les sondages, il y a toujours environ 40% des électeurs qui s'apprêtent à voter Marine Le Pen. Et c'est sûrement pas ce qu'on dit de nous à l'étranger qui les influencera. À l'étranger pourtant, on nous regarde, écrit le journal 20 minutes, dont vous voyez le titre ici à droite. Il y a même un article en couverture du New York Times ce matin à propos de Marine Le Pen, vous voyez en bas à gauche, et les Américains se demandent si nous allons suivre le Trumpisme comme eux ou pas. Vous voyez aussi dans Libération que Moscou s'invite dans notre campagne. On soupçonne en effet fortement la Russie d'être à l'origine des rumeurs sur le prétendu compte en banque caché d'Emmanuel Macron. Les sites internet RT et Sputnik, deux sites internet qui sont de plus en plus lus en France, il faut le savoir, ce sont des sites russes financés directement par le Kremlin, rappelle Libération. C'est en langue française, mais c'est financé par le Kremlin. Donc n'oublions pas ça quand on lit des articles de ces sites-là, ça n'est pas neutre. Les électeurs de Marine Le Pen se fichent sans doute aussi de savoir ce que fait l'extrême droite ailleurs en Europe de l'Est, quand elle est au pouvoir. En Bulgarie, elle vient d'entrer au gouvernement, nous apprend l'Humanité, et en Hongrie, où les ultranationalistes dirigent le pays depuis des années, il n'y a plus, tout simplement, il n'y a plus de presse indépendante. Tous les journaux et toutes les chaînes de télévision libres ont été supprimés en Hongrie. Les électeurs du FN se fichent peut-être aussi de savoir que dans l'affaire des noyades de Lille, 5 jeunes hommes avaient été retrouvés, vous vous rappelez peut-être, noyés dans la rivière en 2010-2011. Eh bien, dans cette affaire, ce sont désormais des militants d'extrême droite qui sont soupçonnés de ces meurtres. Pas sûr du tout, donc, que tous ces événements influencent ceux qui s'apprêtent à voter pour le Front National, car le journal Les Échos le rappelle, c'est avant tout la France des oubliés qui votent FN, une France en colère, qui n'a peut-être pas été choquée, elle, par l'agressivité de Marine Le Pen dans ses derniers jours de campagne. Une France qui se sent peu représentée et peu défendue par Emmanuel Macron, France qui, par conséquent, pourrait voter Front National ce dimanche, quoi qu'on en dise et quoi qu'il arrive. Merci, à tout à l'heure. On va à présent se pencher sur l'actualité de l'environnement. Et depuis le 1er janvier, vous ne savez peut-être pas, mais les communes n'ont plus le droit, celles où vous habitez, n'ont plus le droit d'utiliser des pesticides pour entretenir leurs espaces verts. Alors comment font-ils ? Vous allez voir, en cette saison, la végétation pousse. Comment faire pour éliminer les mauvaises herbes ? À ce sujet d'ailleurs, les herbes en question, est-ce qu'elles sont si mauvaises que ça ? Voici un exemple, c'est en Gironde. Isabelle Bouloc s'est rendue sur place dans une commune qui a précisément adopter plusieurs solutions naturelles, vous allez voir. À Saint-André-de-Cubzac, commune de 10 000 habitants, la municipalité a anticipé la loi Labbé qui, depuis le 1er janvier, interdit aux communes l'usage de pesticides. Depuis un an déjà, la ville a mis en place une gestion écologique de ses espaces publics.
La transition vers le zéro pesticide s'est mise en place par le biais de différentes étapes, des tests, des essais, voir quelles étaient les méthodes qui étaient les plus concluantes de façon à pouvoir conserver une ville propre. Parmi les méthodes retenues, le brûlage qui détruit la plante et sa racine par choc thermique, la brosse qui arrache les herbes par rotation, mais au stade municipal, le terrain de football, lui, nécessite un entretien plus minutieux. Donc auparavant, on utilisait du désherbant sélectif pour enlever les pissenlits. Aujourd'hui, il n'y a pas de méthode alternative autre que l'arrachage manuel. Et même dans les endroits les plus inattendus, il a fallu trouver une solution naturelle. Aujourd'hui, on revoit complètement l'aménagement du cimetière en supprimant ces allées gravillonnées pour remplacer par de la pelouse. Par rapport à autrefois où il y avait un site qui était quand même envahi de produits phytosanitaires, aujourd'hui, vous avez une nature spontanée qui revient. Nous, c'est pour notre santé, c'est vraiment un plus. On le ressent, on n'a plus ces odeurs de pesticides dans le nez en fin de journée. On se sent plus en phase avec la nature aujourd'hui. Toute une symbolique dans ce cimetière où repose le commandant Cousteau, l'un des pionniers de la défense de l'environnement, mais difficile parfois de faire évoluer les mentalités. Dans l'esprit de la majorité des citoyens, les plantes qui poussent sur les trottoirs, qui poussent dans le cimetière, c'est sale. On a vraiment des citoyens qui nous disent « mais non, mais les rues sont sales ». Mais les rues ne sont pas sales, l'herbe, c'est pas sale. Il faut juste que l'esprit change. Nous avons aussi d'autres méthodes alternatives qui sont tout simplement de laisser pousser l'herbe. Des zones en prairie qui sont tondues seulement une seule fois par an, de façon à ce que là, la biodiversité puisse reprendre son espace. Les papillons, les fleurs puissent de nouveau réapparaître dans ces zones. Laisser pousser les herbes, mais aussi inciter les habitants à fleurir les trottoirs en mettant à leur disposition des bacs et des graines à planter. Nous avons trouvé cette initiative de la mairie plutôt sympathique. On aime bien les fleurs et en mettre devant notre maison, c'était une façon aussi d'améliorer encore le cadre et d'en faire profiter toutes les personnes qui passent. Et un collectif citoyen a même investi l'espace public pour créer un potager solidaire. On s'était rendu compte que beaucoup de personnes avaient des difficultés dans le lien social, d'image d'eux-mêmes, et on avait réfléchi à ce qu'on pourrait mettre en place qui pourrait les aider à devenir un peu plus autonomes, un peu plus à l'aise avec la société. Donc, quand on jardine, on a toujours l'occasion d'aller discuter avec quelqu'un de ce qu'on fait, et que c'était un bon moyen pour retrouver un peu confiance et se sentir un peu valorisé. Cette petite commune a parfaitement relevé le défi du zéro pesticide et on l'a vu, cela génère du partage, de la solidarité et aussi beaucoup d'enthousiasme. À partir de janvier 2019, ce sont les particuliers qui, à leur tour, devront supprimer les herbicides de leur jardin. Les enjeux sont de taille, la préservation des sols et notre santé. Très jolie petite tour à Saint-André de Cubzac. Merci beaucoup. Mais d'abord, les 4 vérités. Jeff Wittenberg reçoit ce matin Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux, le porte-parole d'Emmanuel Macron. Devinez de quoi nous allons parler? De l'élection présidentielle, bien sûr, qui a lieu maintenant dans 2 jours. Bonjour Benjamin Griveaux. Et on l'a entendu dans le journal de 7h30, un sondage montre que Emmanuel Macron semble en progression dans les intentions de vote. Est-ce que pour vous, les jeux sont faits? Il sera élu dimanche prochain, dans 2 jours. Alors la règle, c'est que les jeux sont faits le jour où les Français auront exprimé leur choix. Donc dimanche à 20h, les jeux seront faits. Il nous reste quelques heures jusqu'à ce soir minuit pour faire campagne, pour convaincre. Vous êtes optimiste? Vous êtes très optimiste. Il y a une forme d'optimisme, mais il y a surtout, je crois, un débat qui a permis cette semaine de juger 2 caractères différents, 2 projets diamétralement opposés et 2 visions pour le pays. Et je crois que ce débat a permis d'éclairer à la fois les idées, mais aussi les personnalités des 2 candidats qui s'affrontent dimanche dans les urnes. Alors on va revenir sur le débat. En tout cas, vous avez déjà apparemment prévu un lieu de fête. Ce serait sur l'esplanade du Louvre à Paris. En cas de victoire, bien sûr, est-ce que c'est un hommage discret ou assumé à François Mitterrand qui avait fait ériger la pyramide du Louvre, comme chacun sait? C'est un lieu symbolique, la pyramide du Louvre, parce que c'est à la fois le Louvre, un lieu d'histoire, un lieu de culture, dont on n'a sans doute pas suffisamment parlé dans cette campagne, et puis c'est l'alliance entre cette histoire, cette culture et une forme de modernité. C'est aussi montrer finalement que pour aller de l'avant, il faut aussi savoir d'où l'on vient. Et donc c'est cette alliance des 2 là. Je ne crois pas, c'est plutôt l'audace architecturale alliée à la culture et à l'histoire. Un peu d'audace ferait de bien à ce pays.
Alors Emmanuel Macron pourrait donc être élu dimanche avec une large majorité si les Français en décident ainsi. Et pourtant, selon une étude du Cevipof publiée avant-hier par Le Monde, 60% des électeurs d'Emmanuel Macron potentiels vont faire ce choix par défaut et 40% seulement par adhésion. Seul un quart des Français apprécient réellement celui qui pourrait être le nouveau président. Est-ce que ce n'est pas un handicap de départ ? Vous savez, cette élection, elle a été volée aux Français les 2 ou 3 premiers mois, quasiment jusqu'à un petit mois avant le premier tour, par les affaires judiciaires. On n'a parlé quasiment que de ça. Nous sommes tous devenus des professionnels du parquet national financier et finalement assez peu connaisseurs des projets portés par les uns et les autres. Ça a été un peu plus le cas juste avant le premier tour. Et puis dans cet entre-deux tours, il y avait la violence et les insultes d'un côté et nous, on défendait un projet. Et donc, ce temps-là va se poursuivre dans le cadre des élections législatives, de l'explication. Oui, et cette explication permettra peut-être aussi l'adhésion. Permettra peut-être aussi d'aller convaincre des électeurs. Qui n'est pas forcément là aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez-le, le paysage politique est totalement éclaté. Vous avez les 2 grands partis traditionnels qui ont dirigé ce pays depuis 30 ans, qui représentent moins d'un quart des suffrages, et puis un vote contestataire très présent, et puis un vote que je considère aussi être un vote d'adhésion. On a recomposé l'offre politique française qui était sur le tapis depuis 40 ans. On nous a dit que ce serait impossible. On nous a dit que nous n'y arriverions pas. On nous a dit que finalement, il fallait faire comme les autres, reprendre le tic-tac gauche-droite. Nous, notre pari, c'est que ce tic-tac est arrivé à son terme. Première étape, c'est dimanche soir, avec une victoire large d'Emmanuel Macron que j'appelle de mes voeux. Seconde étape, ce seront les élections législatives du mois de juin. Mais ce qui frappe quand même Benjamin Griveaux, c'est que M. Macron n'est pas encore élu, qu'il doit déjà affronter certaines colères. On l'a vu encore hier pour son avant-dernier jour de campagne dans le Tarn. Des militants CGT l'attendaient en lui demandant d'abroger la loi travail. Or, on sait qu'il veut aller encore plus loin cet été par la voie des ordonnances. Est-ce que vous ne vous préparez pas déjà à une épreuve de force sociale dès les premières semaines de son mandat? Il y a de la colère dans le pays. Il y a de l'angoisse et de la colère. Il y a de la colère parce que, par exemple, pour la loi El Khomri, qui est arrivée à la fin du quinquennat, qui n'était pas prévue dans le programme présidentiel, il est légitime qu'il y ait eu de la colère à ce moment-là, qui n'a pas été préparée en amont, travaillée avec les partenaires sociaux. Nous travaillons avec les partenaires sociaux depuis déjà plusieurs semaines. Et le front du refus est toujours là. Oui, mais vous avez une légitimité des urnes, une légitimité démocratique. Nous avons annoncé ce que nous allons faire, à la grande différence de ce qui s'est fait avant. Les réformes, elles sont rejetées lorsqu'elles ne sont ni présentées, ni expliquées. En tout cas, avant les élections. Ça ne sera pas le cas. C'est dans le projet présidentiel d'Emmanuel Macron et ce sera l'une des premières mesures mises en œuvre dans le quinquennat parce que nous avons besoin, pour créer de l'activité, créer de la croissance et de l'emploi, d'aller rapidement. Quand vous modifiez, par exemple, le marché du travail, eh bien, ça prend du temps pour porter ses effets. Veut dire que et c'est cela qui est indispensable. Vous êtes convaincu que là où beaucoup de gouvernements ont dû reculer, par la pression de la rue parfois, vous passerez. J'ai l'impression que nous avons fait les choses de manière très différente de tout le monde depuis 1 an et que nous avons bien l'intention de continuer dans cet esprit. Pour justifier sa combativité pendant le débat télévisé, Marine Le Pen a expliqué hier soir dans un meeting qu'elle se faisait l'écho de la violence sociale qui va exploser dans le pays, a-t-elle dit. Est-ce qu'elle a tort de parler de cette violence sociale, sur son diagnostic au moins? Non. Le tort qui pourrait être le sien, c'est finalement de n'être qu'une caisse de résonance. Lorsqu'on est un responsable politique, il est absolument indispensable d'écouter la violence, d'entendre les mots. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron ne se rend pas que dans les endroits où les gens lui sont acquis. Il va à la rencontre de gens qui sont en colère, que ce soit hier à Albi, que ce soit la semaine dernière auprès des salariés inquiets et légitimement inquiets de Whirlpool. Mais le rôle d'un responsable politique, ça n'est pas seulement d'être une caisse de résonance, c'est aussi de faire des propositions concrètes, de dire aux gens, voilà, là on va pouvoir aller dans cette direction, y arriver en empruntant ce chemin, mais leur dire la vérité. Parce que si vous expliquez qu'en 2 coups de cuillère à peau, vous allez retourner la situation, interdire les fermetures d'usines et que demain, plus personne ne licenciera dans le pays, ça n'est pas sérieux. L'affaire du prétendu compte aux Bahamas d'Emmanuel Macron, soulevée par Marine Le Pen, va-t-elle laisser des traces, même s'il n'y a pas de preuves, même si vous avez déposé une plainte pour diffamation? Est-ce qu'il y aura peut-être un soupçon? Il y a d'abord un sujet qui, moi, m'interpelle. C'est que cette affaire sort sur Internet à 17h ou 18h le jour du débat, que Marine Le Pen s'en fait l'écho sur des sites très confidentiels proche de Donald Trump et du gouvernement russe, et que Marine Le Pen s'en fait l'écho de manière totalement irresponsable quelques heures plus tard à peine. Donc elle était au courant. Ça, c'est un premier sujet. La deuxième chose, c'est que ce sont des faux grossiers qui ont été établis. Et d'ailleurs, nous avons préparé ce contre-argumentaire où vous voyez, vous comparez les signatures, ça a été fait de manière très mauvaise. Même si c'est faux, cela va laisser des traces. Je ne crois pas
que les Français se laissent abuser par des faux aussi grossiers et par des manipulations à 48 heures d'un scrutin. Mais la leçon de ce moment-là, c'est aussi que dans les années à venir, il va falloir qu'on mette en place quelque chose de la vigilance citoyenne à l'égard de ce qui circule sur les réseaux sociaux. Ça fait des mois qu'on est victime de calomnies, de mensonges. Il faudra y mettre un terme, trouver des solutions pour réguler ces fausses informations. Dernière question, Monsieur Griveaux. Emmanuel Macron, on le sait, ne veut pas dire qu'il sera son Premier ministre. Certes, ses prédécesseurs, s'il devient président, ne le faisaient pas non plus. Néanmoins, en 2007, François Fillon était, comme on dit, dans les tuyaux. Jean-Marc Ayrault, idem en 2012. Pourquoi ce mystère autour de ce nom que l'on va devoir connaître dans les prochains jours? Parce qu'il y a une forme d'indécence à annoncer son Premier ministre avant même que les Français vous aient choisi comme président. Le président de la République élu choisira un Premier ministre et formera son gouvernement. Alors, juste une question, c'est quelqu'un qui peut ne jamais avoir été ministre, qui accède à Matignon? C'est quelqu'un, Emmanuel Macron l'a dit, qui est expérimenté politiquement et qui a sans doute un passé parlementaire, ce qui est indispensable pour être un Premier ministre efficace, parce que quand on est Premier ministre, on est chef de la majorité. Pas ministériel. On peut être Premier ministre sans jamais avoir été ministre, selon vous? Écoutez, on peut être président sans jamais avoir été élu. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Benjamin Griveaux. Et c'est à vous William, très bonne journée. T'as pas une autre question, Jeff, pour savoir si est-ce que c'est quelqu'un qui habite en Bretagne Est-ce que c'est déjà quelqu'un qui est de sexe masculin ou féminin? Vous savez, c'est une question importante, ça, par l'un ou l'autre. Il y a des jeux comme ça à la radio, c'est l'invité mystère. Vous n'avez pas tenté votre chance, William? Ah ben oui, ça m'étonnerait qu'ils me choisissent. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. La musique, on la connaît, mais le pianiste, peut-être pas. Bah oui, et pourtant on devrait quand même. Ryuichi Sakamoto, tout le monde dit Richie, mais c'est Ryuichi, hein, en fait. Ryuichi Sakamoto, c'est quand même un pianiste, compositeur, chef d'orchestre, comédien. Il était dans Furio, ça c'est le thème de Furio. C'est lui qui a signé la musique, mais c'est lui qui jouait aussi face à David Bowie, vous vous souvenez? Donc, c'est lui, c'est toujours lui. Oui, oui. Très beau, non? Très beau, oh, très beau. Oui. Très beau. Voilà, il est né en 1952, donc il commence à avoir des petits cheveux blancs comme ça, Ryuichi. Et on l'avait pas vu depuis 8 ans, il a une maladie, il s'en sort bien. Et donc là, il écrit, il sort un nouveau disque qui s'appelle Async, comme asynchrone, vous savez, comme le début de asynchrone. Donc à mon avis, c'est juste pour dire qu'il est en décalage, là, mais un peu en décalage du monde. C'est au piano, évidemment, et avec plein de sons, vous savez, de sound design. C'est-à-dire qu'il utilise des sons, le son du vent dans l'herbe, des sons de foule qu'il a retravaillé. Tout ça assemblé au piano. C'est un interprète, je me souvenais pas que... C'est le compositeur de cette musique-là, je me souvenais pas qu'il l'interprétait. Et vous savez qu'il était comédien aussi, c'est tout faire, cet homme-là. C'est tout faire. Il est chef d'orchestre. Pour les Jeux Olympiques au Japon, c'est lui qui dirige l'orchestre, écrit pour l'orchestre. Non, mais le gars est un pur génie. Et c'est un excellent pianiste. C'est vraiment très bien. Son album, et c'est un petit bijou d'album que vous écoutez, vous savez, comme ça, le soir. C'est tellement beau, c'est tellement bien fait. C'est de la petite dentelle. Et c'est surtout, c'est pas que du piano, c'est ce mélange de sons. Et il utilise aussi du shamisen, c'est un instrument traditionnel à 3 cordes japonais. Tout ça est un mélange improbable qui fait quelque chose d'extrêmement touchant. C'est instrumental, évidemment. Un petit extrait? Un extrait? Oui. C'est doux. C'est doux, hein, c'est beau, oui. Ouais. Alors, évidemment, vous allez encore dire que c'est un peu triste. Ça fait jardin japonais. Oui, exactement. Mais c'est ça. C'est vous savez, de la petite porcelaine. Mais c'est bien en place, c'est bien rangé. C'est bien rangé. Et c'est très touchant. Voilà, il y a toujours des très beaux thèmes, comme le thème du Furio. Enfin, voilà, allez-y, les yeux fermés, c'est vraiment très bien. Il a dit, d'ailleurs, j'ai eu peur, parce que quand il est venu, il y a quelques mois, à Paris, il a dit, j'essaye de faire un peu mon dernier album avant de partir, mais l'album parfait. Quoi Non, mais a priori, non, c'était plus une vanne. Mais bon. Humour d'Osaka. Oui, c'est ça, humour particulier. J'aime beaucoup. On continue avec mon chouchou dont on parle assez souvent ici, qui s'appelle Peter Von Paul. Voilà, Peter Von Paul, dont le disque sort et en CD et en vinyle. Peter Von Paul, c'est ce jeune garçon suédois qui ne vieillira jamais, je crois, qui écrit des magnifiques ballades folk,
très touchante. J'avais eu la chance de travailler avec lui sur la musique de L'Arnaqueur. La fin, oui voilà, la fin. Qu'est-ce que vous faisiez là-dedans Je m'occupais de la musique et de quelques morceaux additionnels. Et le morceau de fin, c'est un morceau de Peter. Mais non, c'est pas lui qui joue L'Arnaqueur. Mais non, c'est Romain Duris. Je suis la doublure officielle de Romain Duris. Ça aurait pu, hein? Vous rigolez? Ah, ça aurait pu. Ouais. C'est gentil, mais c'est un peu exagéré. Et Peter Von Paul sort un nouvel album, c'est toujours pareil, c'est des mélodies folk, il a une voix assez haut perché, c'est vraiment écrit à la guitare, puisque c'est très folk. Et regardez, j'adore cette pochette, on s'y perd. Et évidemment, il a rajouté un petit peu d'électro, il y a des hautbois, des cordes, il a enregistré évidemment à Paris, mais également en Suède. C'est très très beau, regardez, vous allez voir, ça vous attrape tout de suite, je trouve. Il vient d'où, lui? Suédois. Peter Von Paul, Poel, avec il avait, la première fois qu'on l'a vu, il avait l'air d'avoir 17 ans. Maintenant, il a l'air d'avoir 15 ans. Mais c'est ça, mais c'est ce que je vous ai dit. Ils vont au sens contraire des aiguilles de la musique. Mais il faudra qu'il vienne. Il habite Paris maintenant, Peter. Il faudra qu'il vienne un jour ici jouer de la musique. Il est tellement gentil. On avait dit que pour un anniversaire, on mettrait un piano, on demanderait à Michel Legrand qui succéderait et ainsi de suite. C'est une très bonne idée. Il nous ferait tous les jingles de la... Oh, j'adore l'idée, mais oui. Allez. On le fera, hein. Oui. Bah ouais, très bien. Fais-le. Oui. On finit avec un anniversaire avec ce disque. Je le pose ici. Even in the Quietest Moment, vous vous souvenez, Supertramp, et bien ce disque a 40 ans. Pourquoi je vous en parle? Parce que Supertramp, faut quand même pas rigoler, le groupe mythique. Vous savez, le chanteur avec la voix aiguë, c'est Supertramp, c'est séparé, et le chanteur avec la voix aiguë dans Supertramp, c'est Roger Hodgson. Et Roger Hodgson sera en concert le 25 mai au Grand Rex à Paris. Voilà. On avait eu la chance de le rencontrer. Je voulais juste vous remontrer un petit extrait où on le voit. Dieu, j'ai une mèche bizarre. Personne ne me le dit. Tout le monde s'en fout en fait. Mais non, c'était beau. Mais non, mais ça fait toujours ça avec les implants. Oh, la méchanceté. On avait rencontré Roger Hodgson qui nous explique comment il a composé Logical Song. Ça paraît assez simple en fait. Regardez, c'est très chouette. Alex. C'est comme ça que ça a commencé. C'était le premier mot que j'ai trouvé. C'est comme tomber amoureux. Ça prend de l'ampleur. Et pendant 2 ou 3 semaines, je ne pensais plus qu'à jouer ce morceau. Et plus je le jouais, plus je l'améliorais. C'est bien, ça. Le 27 mai au Rex. Allez-y, c'est toujours très chouette. Voilà, c'est fini. Très bien, merci beaucoup. Tiens. Si vous aimez Nina Simone, vous allez retrouver ce thème sur Mr. Bojangles. Exactement. Événement éditorial. Alors ça ressort, ça? Ça paraît, c'est paru même hier en folio. Ah, ça ressort, oui, ça paraît en folio. Voilà, c'est la première fois que le livre paraît en format de poche, donc pas cher du tout. Chez Folio, qui a acheté les droits et qui a eu vraiment une bonne idée, ce best-seller d'Olivier Bourdeau, En attendant Bojangles. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est un beau roman, c'est une belle histoire. L'histoire, le storytelling, comme on dit aujourd'hui, c'est Noël, il y a 2 ans, on reçoit un livre d'un éditeur bordelais. À l'époque, moi, j'appelais le livre En attendant Bojangles, parce que on ne savait pas du tout ce que c'était. L'auteur était totalement inconnu. On avait une petite photo. Il ressemblait, vous savez, à The Boy Next Door, beau garçon comme ça. Et on ne savait rien d'autre. Et avec tous mes collègues et confrères, on a lu le livre et on est tombé sous le charme. Ce qui est intéressant quand il y a une sortie comme ça en format de poche, c'est qu'on peut relire le livre sans la surprise de l'histoire. Et c'est un bon moyen, vraiment, de juger de la qualité d'un livre. Je l'ai relu et je ne peux pas vous dire inouï. Pour ceux qui ne l'ont pas lu et vous avez de la chance... C'est formidable, ça. C'est comme la chouchouka.
c'est meilleur 2 jours après. Ah, voilà. Et là, quand on le relit, c'est encore bien. Voilà. Hein, C'est meilleur un an après. J'aime beaucoup. Allez tout de suite acheter la Chouchouka d'Olivier Bordeaux. Vous ne serez pas déçus. Un petit garçon raconte ses parents. Et ses parents ne sont vraiment pas comme les autres. Son père, par exemple, il donne chaque jour à sa mère, donc à sa femme, un prénom différent. Tous les jours, elle a un prénom différent, sauf le 15 février, où tous les 15 février, il l'appelle Georgette. Pourquoi? Parce que le 15 février, c'est la Sainte Georgette, c'est le lendemain de la Saint-Valentin, et ces gens-là trouvent vraiment très très vulgaire de fêter l'amour le même jour que tous les autres. Donc eux, ils fêtent le lendemain la Sainte Georgette. Ils s'habitent dans un appartement, il y a un hall avec des dalles noires et blanches, où ils jouent aux échecs comme ça de manière géante. Ils boivent beaucoup de cocktails avec des petites ombrelles dedans. Ils dansent énormément sur la musique de Nina Simone. Ils s'aiment énormément. Ouais. Alors, ce qui est formidable dans ce livre, c'est qu'il y a d'abord beaucoup de trouvailles. On est vraiment comme chez Boris Vian. Dans l'écume des jours. Et il y a, comme chez Boris Vian, à la fois les inventions du langage, les inventions tout court, mais aussi la mélancolie. C'est une course contre la mort, ce livre. Et ce que j'aime, c'est que les planètes sont alignées, comme on dit aujourd'hui. Il y a un hexadosage entre la mélancolie et la fantaisie. Parce que finalement, c'est un livre qui est assez triste. C'est une petite merveille. C'est chez Folio. Ça coûte 3 fois rien et vous courez l'acheter. Autre immense merveille, republication des nouvelles de Salinger, dont une de mes nouvelles préférées au monde, qui s'appelle Le jour rêvé pour le poisson banane. Je ne vais pas vous la raconter, juste vous dire... C'est l'histoire d'un garçon qui va pas très bien. On ne sait pas très bien pourquoi. On sait juste qu'il est revenu de la guerre. À chaque fois que je lis cette nouvelle, j'ai l'impression de frôler la résolution du mystère de Salinger, qui a écrit L'Attrape-cœur et qui, après, a disparu totalement. Et on ne sait pas pourquoi. Eh bien, il me semble que l'ombre d'une résolution se trouve dans cette nouvelle. Le garçon, c'est lui, en fait, c'est ça? Ça pourrait être lui. Ça pourrait être lui, c'est un double. Ce que j'aimerais, je lance un appel. Il me semble que ces nouvelles devraient être retraduites. Comme, vous savez, Julie Wolkenstein, qui avait retraduit Fitzgerald il y a 2 ans, appelle à un traducteur. Je trouve que la langue a un tout petit peu vieilli. On pourrait en faire quelque chose. Et puis, petite merveille également, La première gorgée de bière de Philippe Delerme, qui fête ses 20 ans, vous vous rendez compte? Alors moi, honte sur moi, faute professionnelle, il y a 20 ans, je n'étais pas encore critique littéraire. Et je crois que je ne l'avais jamais lu. Vous aviez 5 ans. J'avais 5 ans, bien sûr, 5 ans et demi. C'est le papa du chanteur. Hein. C'est le papa du chanteur que j'adore. Mais j'ai adoré ce livre que je n'avais pas lu. J'avais lu des petits bouts. Et en fait, j'ai été vraiment scotchée. Ça s'appelle La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, mais par la singularité des thèmes. Il raconte très bien le cinéma en disant que ce qui est bien avec le cinéma, c'est que finalement c'est une sortie, mais on n'est pas vraiment ensemble. On est vraiment dans une sorte d'aquarium. Il raconte ce que c'est que lire à la plage. Alors là, vous savez, je sais de quoi je parle. Entendre une nouvelle à la radio. Vous êtes à la tout d'un plage, coup... il parle du sable, dans les pages, etc. Oui, voilà. Il est 17h sur France Inter, Jacques Brel est mort. Oui. Et à tout jamais, Jacques Brel sera en fait une bretelle d'autoroute. Il raconte très très bien. Et ce qui m'a frappé, c'est la mélancolie de cet ouvrage. On peut presque déjeuner dehors. Et bien tout est dans ce presque. La vie est presque parfaite, elle est presque jolie. Voilà. C'est chez l'Arpenteur et c'est inouï. Oui, c'est pareil, c'est pas cher là. Et en plus, il y a des illustrations de Jean-Philippe Delhomme. Oh, j'allais oublier le principal. Bon, ben voilà pour le week-end, franchement, parce que c'est pas pour vous gâcher ce week-end-là, mais enfin, il va pleuvoir, quoi. C'est vrai. Non, donc, et puis on va penser à autre chose que les élections. Oui, c'est ça, c'est une bonne idée. À la maison, avec ça pour lire, parfait. Merci beaucoup. On peut écouter Peter von Paul en lisant de l'air. Oui, je vous propose un petit échange. Ou Mister Bonjour. Bon, vous faites votre petit commerce, les enfants. Et puis nous, on revient dans quelques minutes. De presse, effectivement. Elle est culturelle cette fois-ci, non? Oui, exactement. C'est avec Frédéric Vian et on commence par un hommage à Victor Lanoux, bien sûr. Hommage dans pratiquement tous les journaux. Vous allez voir Libération, L'Humanité, Le Parisien aujourd'hui en France, ou Le Figaro qui consacre des articles à la disparition de Victor Lanoux. Alors, bien sûr, dernièrement, c'est dans la célèbre série de France 3, Louis la Brocante, qu'on le voyait le plus. Mais Le Parisien publie toute une double page qui rappelle sa grande carrière d'acteur. C'était par exemple, des 4 acteurs principaux des 2 films d'Yves Robert, Un éléphant, ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis. On le voit ici. Film culte en 76 et 77 avec Jean Rochefort, Guy Bedos, Claude Brasseur.
Victor Lanoux avait commencé dans les cabarets en duo avec Pierre Richard, ce que beaucoup de gens ont oublié. Il y a aussi, vous voyez à droite, le film Cousin-Cousine. Cousin-Cousine avait jeté un pavé dans la mare. Et oui, avait jeté un pavé dans la mare des bonnes mœurs en 1975, parce que c'était l'histoire d'un homme et d'une femme qui vivent une relation adultère totalement assumée et épanouie. C'est assez drôle. Victor Lanoux donc, nous a quittés hier. Il avait 80 ans. Un artiste. Excellent auteur aussi. Ça, alors là, personne ne le sait. Auteur Oubliez, bien sûr. C'est un grand auteur. Non, de pièces de théâtre. Ah, de pièces de théâtre. Ah, il était formidable. Et donc au cabaret, c'est vrai qu'il avait commencé au cabaret. Un artiste donc disparaît, mais un autre est en train de naître, nous dit le site internet du journal Le Monde, et c'est une histoire formidable. Si vous prenez la ligne 2 du métro parisien, vous avez peut-être croisé ce garçon, Mohamed Lamouri. Moi, ça m'est arrivé. Ça fait des années qu'on peut le rencontrer au hasard des stations de la ligne 2. Alors parfois, les musiciens dans le métro, franchement, ça peut être un peu raté. Il y en a qui sont pas doués, qui hurlent dans des amplis saturés. Vous avez envie que ça s'arrête. Mais alors lui, pas du tout. C'est des mélopées très douces avec des accents orientaux. Alors comme vous le remarquez peut-être sur la photographie, il est aveugle. Il s'accompagne d'un petit synthétiseur de rien du tout. Et c'est très, très émouvant. Il reprend façon orientale des grands standards de la musique. Ouais. Et la belle histoire, c'est que ça marche parce qu'il commence à être invité dans les festivals. Et il y a même un label qui va produire un disque. Voyez, donc retenez ce nom, Mohamed Lamouri, et l'article dans le site internet du Monde. Ce qu'on va faire, parce que là, on en parle, mais vous ne l'entendez pas. Ce qu'il faut, c'est aller tourner un reportage. Alors il faut l'attraper, parce qu'on ne sait pas où il est. Il est sur la ligne. On va chercher. On va trouver. Il habite chez des cousins en Seine-Saint-Denis. Bon. Et puis parfois, la culture rejoint la politique. Vous apprendrez dans le Figaro que les restaurants ont hâte que la campagne se termine. Pourquoi ? Parce que quand il y a des débats politiques à la télévision, les restaurants sont vides. Vous voyez la photo de droite ? Il n'y a personne dans les restaurants en ce moment dès qu'il y a un débat politique à la télé. Par contre, vous voyez la photo de gauche de la Trump Tower dans Libération. Par contre, la politique bénéficie aux journaux, en tout cas aux États-Unis, parce que figurez-vous que depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis, alors que les journaux traditionnels sont en perdition là-bas, les abonnements au New York Times ont doublé depuis l'élection de Donald Trump. Donc vous voyez, ça favorise. À cause de New York, parce que le New York Times n'aime pas Donald Trump. donc quand on n'aime pas Donald Trump, on a envie de lire le New York Times. Je termine toujours par la politique qui rejoint les arts. Libé nous apprend que cet artiste russe vient d'obtenir l'asile politique en France. Piotr Pavlensky, œuvre très provocatrice contre le Kremlin, et donc il risquait 10 ans de camp de travail là-bas. Oui. Ça y est, asile politique en France. Et je termine juste d'un mot, si vous avez le temps ce week-end à Paris, et que vous aimez le monde de l'horreur et du fantastique, mais pas en politique cette fois, Monstres et compagnie, c'est un salon, si vous voulez vous déguiser en vampire ou jouer aux morts vivants. C'est à la porte de la Villette, pas dans le parc de la Villette, c'est juste à côté. Et c'est à partir de demain et jusqu'à lundi compris. Merci beaucoup. On va passer la parole maintenant à Laura Duet pour son bilan hebdomadaire de l'actualité sur la toile. Et on commence par qui, Laura ? Et on commence par le pape François. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler des conférences TED ? C'est des conférences qui sont nées aux États-Unis en 1984. TED, ça veut dire Technology, Entertainment and Design. Et le principe, c'est de faire intervenir des personnalités qui ont en général 10 à 15 minutes pour parler. Et là, c'est le pape François qui est le premier pape à être intervenu lors de ces conférences. Et son message a été, cultivez la tendresse et la bienveillance dans un monde où, selon ses propres mots, trop d'individus sont laissés sur le bord de la route par nos systèmes technico-économiques. Et il a accepté, donc c'est vous dire à quel point ce pape est moderne. Il est déjà sur tous les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut retrouver le discours de cette là, on vous met le lien sur Internet, c'est accessible à tous et vous pouvez bien sûr revoir ces conférences. On poursuit avec une initiative d'une compagnie aérienne. Regardez, ça se passe à Amsterdam. Le principe, c'est que vous avez souvent, quand vous enregistrez lors d'un vol, vous avez votre carte d'embarquement, votre passeport, vous passez un premier contrôle, un deuxième, puis avant de monter dans l'avion, vous ressortez la carte d'identité et la carte d'embarquement. Désormais, c'est fini, en tout cas c'est ce qu'on aimerait, grâce à la reconnaissance faciale, dont dès l'instant où vous allez être au dernier point de contrôle, il y aura une caméra qui va vous reconnaître automatiquement et vous laisser passer. D'accord, mais elle aura enregistré votre visage avant. Avant, tout sera fait avant. Ça fait gagner du temps. Il ne faut pas avoir de jumeaux. Mais normalement, on est tous différents. Mangez vos vieux vêtements. C'est ce que vous Mangez vos vieux vêtements. C'est ce qu'on vous propose en Suède. C'est une marque de vêtements qui fabrique tous ces vêtements de prêt-à-porter avec des matières qui sont comestibles. Donc le principe, c'est qu'une fois que vous les avez portés, ça peut servir de compost. Et vous pouvez effectivement, d'une certaine façon, les recycler et vous en servir et les transformer on ne les mange pas directement. On ne les mange pas directement, mais au moins, ils sont recyclés. Et vu le nombre de vêtements qu'on achète aujourd'hui, ça peut être très utile.
Oui, on peut les envoyer effectivement à des associations. Et voilà, moi je vous propose une nouveauté. Hein. Après, alors, cette application va intéresser tous ceux qui font des vidéos avec leur smartphone et qui les envoient. C'est-à-dire pas mal de téléspectateurs, je pense. Ça s'appelle Rumuki. On regarde quelques images. Le principe, c'est de crypter ces vidéos. Puisqu'en général, lorsque vous envoyez une vidéo, c'est plutôt personnel. Donc, vous l'envoyez au correspondant qui la reçoit, mais elle peut être vue par d'autres personnes. L'idée, c'est de donner une clé, que vous puissiez la verrouiller sur votre smartphone et que la personne à qui vous l'envoyez ait aussi cette clé pour que seul le destinataire puisse la regarder sans qu'elle soit piratée. Et important, l'application ne garde pas la vidéo et ne stocke pas vos données personnelles. D'accord. Voilà. Et on termine avec une innovation française, ça s'appelle le petit sniff. Le petit sniff, c'est le premier doudou olfactif, c'est ça. On sniffe, vous savez, quand on est un peu stressé ou on a envie de se détendre ou de s'évader. Eh bien, il y a le petit sniff. Vous prenez des substances bizarres, là, non? Et écoutez, je vais vous faire sentir, parce que là, je vous emmène directement à Tahiti. Après, il y a plein d'odeurs différentes. Je peux vous emmener dans la campagne. Vous appuyez sur le petit bouton noir. Sniffez un petit coup, ça va. Voilà, vous allez voir. Vous n'allez plus animer Télématin de la même façon. C'est de la bonne? C'est bizarre, votre truc. Mais, après, je peux vous changer d'odeur. Hein. Il y a toutes les odeurs. Il y a la forêt, le romarin. Vous pouvez mettre plusieurs odeurs dans l'engin, là? Plein d'odeurs différentes. Ça sent la plage un peu. Ça sent la plage, c'est ce que je vous ai mis. Je peux vous changer. Donc, c'est en financement participatif actuellement. Je vais vous changer de petites capsules, vous allez voir. Et je peux vous mettre tout ce que vous voulez. Et ça détend, moi, franchement. Vous ne me trouvez pas plus zen depuis quelques jours? Là, c'est la forêt. Partons ensemble nous balader dans la forêt, William. Ah oui. Ce qui serait bien, c'est de mettre le son. C'est pas... un Bambi qui passe. On peut créer une playlist avec. Bon, voilà. C'est rigolo, ça. Bon, c'est en financement participatif sur Ulule et c'est français. Merci beaucoup. Cocorico. Bravo.